voir les principes qui gouvernent l'organisation de la justice en Côte d'Ivoire. Et puis nous allons voir comment de façon pratique certaines juridictions sont organisées. On fera quelques incursions dans le fonctionnement parce que entre l'organisation et le fonctionnement, bon, c'est les deux faces, je dirais, de la même pièce. Alors, la justice n'est pas organisée au hasard, puisque la finalité de la justice, c'est d'assurer l'ordre dans la société, assurer le vivre ensemble. Tous les principes qui gouvernent l'organisation de la justice ont pour but d'inspirer confiance dans la société, inspirer confiance aux justiciables. Et donc vous allez voir, les différents principes là ne sont pas retenus au hasard, mais visent à donner confiance, à permettre que la justice soit bien rendue. Les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement des juridictions ivoiriennes. Le premier principe, c'est celui dit de l'unité juridictionnelle, qui veut dire tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, les juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaître de toutes les affaires, qu'elles soient civiles, commerciales, administratives, fiscales, si ces affaires n'ont pas été spécialement confiées à une autre juridiction. En France, le système est dit dualiste, c'est-à-dire il y a deux ordres de juridiction et à l'indépendance, on n'a pas jugé nécessaire, pour diverses raisons, des raisons pratiques, financières, économiques, politiques et tout ça, d'emprunter le système dualiste. Le système dualiste consiste à distinguer les conflits qui naissent entre l'administration et le particulier ou entre les différentes administrations. Ces conflits-là relèvent de l'ordre administratif. Et les conflits qui naissent entre particuliers ou les conflits qui sont relatifs à la violation de la loi pénale. Ces conflits-là sont de l'ordre judiciaire. Donc en France, vous avez deux ordres, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Dans l'ordre administratif, les juridictions que vous aurez, c'est les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État. Dans l'ordre judiciaire, vous avez les tribunaux de première instance, les tribunaux correctionnels, etc. On entrera dans le détail tout à l'heure. Le second principe, c'est celui dit de la collégialité. On a estimé que pour que la justice soit bien rendue, il ne faut pas qu'elle soit le fait d'un seul juge. Il faut un collège, parce que la réflexion menée par une équipe est certainement plus affinée, plus approfondie que la réflexion menée par un individu. Mais ce qui fait le charme du droit, c'est que pour chaque principe, il y a des exceptions qui sont prévues. Donc, le principe de la collégialité, qui veut donc que la justice soit rendue par un collège, ce principe-là a pour corollaire ce qu'on appelle l'imparité, c'est-à-dire le collège-là va être formé nécessairement en nombre impair, jamais en nombre pair, tout simplement parce qu'on dégage facilement la majorité quand le nombre est impair, quand le collège est composé en nombre impair. Donc vous trouverez des collèges de 3, de 5, de 9, etc., etc. Ce principe de la collégialité a beaucoup d'exceptions, c'est-à-dire des cas
où le juge statue seul. Il y a ce qu'on appelle les juridictions présidentielles, les matières urgentes, les ordonnances sur requête par exemple, où le président du tribunal, il rend sa décision seul. Et généralement, les hypothèses où le juge statue seul, la décision qu'il rend sera appelée ordonnance, alors que la décision rendue par un collège sera appelée jugement quand c'est en première instance ou arrêt quand c'est au second degré ou par les juridictions suprêmes. Donc les exceptions, on a les juridictions présidentielles, on a les juges des référés, on a le juge de section, le juge des enfants, le juge des affaires matrimoniales, le juge d'instruction. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'exceptions au principe de la collégialité. Un autre principe, c'est celui de la séparation des fonctions. Toujours dans le but de rendre une bonne justice, on a estimé que il ne faut pas qu'un seul individu exerce plusieurs fonctions. Donc on a séparé les fonctions de poursuite, des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement. Le juge qui va s'occuper de la poursuite, il ne pourra pas faire l'instruction parce que déjà, il a un préjugé. Il a une opinion sur les investigations qu'il a menées. Et le juge qui fait l'instruction, il ne peut pas juger. Parce que si on lui demande de juger, il ne va pas aborder la personne à juger là avec suffisamment de recul. Parce que lui qui fait l'instruction, quand il décide de vous envoyer devant le tribunal correctionnel, c'est parce qu'il est convaincu que vous avez fait quelque chose. Voilà. Et ça nuirait à un autre principe que nous allons voir, qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce principe a aussi des exceptions. Dans les sections de tribunaux, c'est-à-dire les juridictions qui sont dans les petites villes, comme à l'époque, l'État n'avait pas les moyens d'avoir plusieurs juges, surtout d'avoir un collège de juges pour chaque affaire à juger, on a trouvé cette parade qui est la pratique du juge unique dans les sections de tribunaux. Mais il y a un adage qui dit juge unique, juge inique. Nous sommes dans une université évangélique, il y a une parabole du juge inique. Et vous verrez que le problème de ce juge-là, c'est qu'il était seul. Alors, dans les sections de tribunaux, à l'époque, je précise que la situation s'est nettement améliorée, elle est en passe même de disparaître. Le juge de section qui est juge unique là, c'est-à-dire il est à la fois procureur de la République, président du tribunal et juge d'instruction. Donc il était extrêmement puissant. Il vous poursuit en tant que procureur de la République et quand on vous défère, il devient juge d'instruction, lui-même il fait l'instruction, il finit, il vous renvoie en correctionnel et là-bas, c'est lui le seul juge qui doit vous juger. Ça veut dire que vous êtes mal barré depuis déjà l'enquête préliminaire. Mais l'État a fait un effort considérable. Actuellement, dans les plus petites juridictions, vous avez au moins 3 juges. Même s'ils ne siègent pas en collège, il y a au moins un parquet qui est présent. L'autre principe, c'est celui du double degré de juridiction. Ce principe donne la possibilité à tout justiciable qui n'est pas satisfait d'une décision rendue de faire rejuger l'affaire par une instance supérieure composée de magistrats plus expérimentés. Pourquoi on a retenu ce principe dans l'organisation de notre justice? Mais tout simplement parce que les concepteurs de l'architecture de notre justice ont estimé que le juge, même s'il a prêté serment, il reste un être humain. Il peut être faible, il peut faillir, il peut être tenté, il peut même être injuste en rendant la décision.
Et c'est pourquoi on permet qu'une affaire qui a déjà été jugée soit rejugée au moyen d'un recours qu'on appelle l'appel. Alors, comme tout principe, le principe du double degré a aussi des dérogations ou des exceptions. Lorsque, en matière civile, l'intérêt du litige n'excède pas 500 000 francs, on estime que ce n'est pas nécessaire de faire toutes les étapes. Les décisions qui sont rendues dans ces cas-là ne sont pas susceptibles d'appel. Et on dit dans ces cas-là que ces décisions ne sont pas rendues à charge d'appel ou que ces décisions sont rendues en premier et dernier ressort. En matière commerciale, si l'intérêt du litige n'excède pas 25 millions, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Quand le premier juge a rendu sa décision, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez directement en cassation. C'est-à-dire vous saisissez les juridictions suprêmes. Le principe de la publicité. Ce principe veut que tout procès soit porté à la connaissance du public. Tout simplement parce que la justice rendue sous le manteau ou en cachette est suspecte. On ne cache pas la vérité, on l'expose. Et c'est pourquoi vous verrez dans toutes les juridictions qu'il y a un tableau. Il y a un tableau d'affichage où on affiche les affaires qui vont passer, à quelle date et tout ça. On appelle ça le rôle. Et ce même principe veut que pendant les audiences, même si la salle est climatisée, que les portes et les fenêtres restent ouvertes. Celui qui veut venir assister, il vient. Celui qui ne veut plus suivre, il sort. Bien entendu, sans perturber le bon déroulement de l'audience. Ce principe aussi a son exception lorsque la publicité peut porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. On ordonne en ce moment-là le huis clos. Vous qui avez suivi le procès à la CPI, quand vous suivez à un moment donné, on dit huis clos, et puis votre écran devient noir. Ça veut dire que la partie où ils sont arrivés là, s'ils mettent ça en public, ça peut provoquer des troubles à l'ordre public en Côte d'Ivoire. Voilà, on ordonne le huis clos. Les atteintes aux bonnes mœurs, supposons qu'une fillette de 12 ans, enfin 10 ans, a été violée. On organise un procès comme ça, et puis, en raison du principe de la publicité, on ouvre ça à tout le monde. Et puis, vous voyez tous les enfants de l'école primaire voisine là qui viennent assister. Et on décrit comment la scène s'est passée, etc., etc. Ça, c'est préjudiciable pour les bonnes mœurs. Quand c'est comme ça, le juge ordonne ce qu'on appelle le huis clos. Donc, le huis clos est une exception. Il y a aussi des procès qui sont rendus en chambre du conseil. Par exemple, en matière de divorce, on n'emmène pas tout de suite le couple à la place publique là pour exposer tous leurs problèmes. Ce n'est pas comme ça. C'est un juge qui les reçoit dans son bureau, ils débattent de tout, ils discutent de tout, et puis, pour rendre maintenant la décision, on vient prononcer le divorce en public. Il y a aussi l'instruction. Les juges d'instruction, parmi tous les juges d'instruction sont ceux qui travaillent dans l'intimité de leur bureau parce que l'instruction est secrète. Un autre principe, c'est celui du contradictoire. Donc je rappelle que tous ces principes, c'est dans le but de garantir une bonne justice. Le principe du contradictoire veut que les arguments, les moyens et les preuves qu'une partie brandit dans un procès soient tenus à la disposition de son adversaire pour qu'il apporte la contradiction, c'est-à-dire pour qu'il donne sa version des faits. C'est ça le principe du contradictoire. On estime que quand la justice est rendue contradictoirement, elle est bonne. Mais il arrive que
Et bien souvent d'ailleurs, le juge rend les décisions, donc là c'est l'exception, qu'on appelle les décisions de défaut. Les décisions rendues par défaut. Et quand c'est en matière criminelle, on parlera des contumaces. Le président Gbagbo, Blé Goudé, ils ont été jugés pendant qu'ils étaient à la CPI. Nous, on les a jugés ici. On les a condamnés à 20 ans sans qu'ils aient comparu, c'est-à-dire sans qu'ils aient eu la possibilité de se défendre. Les décisions comme ça sont rendues par défaut. Et quand c'est en matière criminelle, on parle de contumace.